négociations avec Téhéran sur le programme nucléaire iranien sont dans l'impasse. Aucune percée n'est à attendre à court terme. Déclaration cette semaine du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Alors, l'accord sur le nucléaire iranien peut-il encore être sauvé? Pourquoi y a-t-il autant de blocages? On fait le point sur ce dossier avec Emmanuel Dupuy, le président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Monsieur Dupuy. Bonjour. Alors d'abord, si l'accord arrive à renaître un jour, l'idée derrière, évidemment, c'est que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme atomique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Emmanuel Dupuy, pourquoi les Occidentaux veulent absolument éviter que l'Iran ait l'arme atomique? Est-ce que c'est parce que c'est une grande puissance qui menacerait directement Israël, l'Arabie Saoudite, déstabiliserait le monde? Expliquez-nous. Bon, déjà, l'Iran a des contraintes juridiques puisqu'elle doit se contraindre à un accord et un texte qu'elle a signé, qui est le traité de non-prolifération. Et comme son nom l'indique, il s'agit de veiller à ce que le nucléaire civil soit autorisé, mais que le nucléaire militaire ne le soit pas. C'est la raison pour laquelle les États qui s'y étaient attelés en 2015, entre 2006 et 2015 du reste, avaient réussi à obtenir un accord. Ça s'appelle le plan d'action global commun, PAGC en français et en anglais le JCPOA. On entend davantage cet acronyme, qui avait abouti à limiter le stock de matières nucléaires, d'uranium enrichi notamment, dont pouvait disposer l'Iran sans que cela puisse constituer une menace d'enrichissement vers ce qu'on appelle le seuil, c'est-à-dire la possibilité d'enrichir l'uranium pour que cet uranium puisse être utilisé dans à vocation militaire. Pour fabriquer une bombe atomique, pour fabriquer une arme atomique. Mais pourquoi cette crainte? De la part des Occidentaux? Alors déjà, c'est pas la part des Occidentaux, c'est la part des pays du voisinage avant tout, puisque l'Iran dispose de missiles qui peuvent atteindre ces pays, notamment Israël, vous l'avez mentionné, l'Arabie Saoudite, mais les missiles dont dispose l'Iran, avec une portée maximale de 2000-2500 km, peuvent atteindre l'Europe, la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce et bien évidemment la Turquie, même si la Turquie n'est pas objectivement un ennemi. Alors la première réaction de la part de la communauté internationale a été de limiter cet enrichissement à un seuil très minime, 3,67%. Or, à l'heure où nous parlons, l'Iran a enrichi 19 fois, a atteint le stock d'uranium enrichi a atteint un seuil 19 fois supérieur à la limite autorisée donc par cet accord. Donc on voit bien que les Iraniens tendent à aller de plus en plus vers ce seuil nucléaire militaire que j'évoquais, 90% 90% d'enrichissement. On estime qu'à l'heure où nous parlons, l'Iran pourrait atteindre les 60% très très rapidement. Donc et justement, c'est parce que les négociations patinent encore et encore que l'Iran possède ce temps pour avancer son programme nucléaire, même si le pays affirme que c'est à vocation civile. Depuis des mois, on entend qu'il y a urgence à sauver ce rapport. On se rend compte que les négociations patinent. On le voit encore cette semaine. Pourquoi ça bloque? Quel point bloque? Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément le ou les quelques points qui font que cet accord sur le nucléaire iranien n'est pas trouvé? Alors techniquement, il y a un blocage puisque l'Agence internationale de l'énergie atomique contrôle, monitore les sites d'enrichissement que les Iraniens sont autorisés à posséder, mais à condition que ce soit un enrichissement, comme je le disais, à vocation civile et non pas nucléaire. Donc on veille à ce que les stocks d'uranium ne soient pas supérieurs à la limite autorisée, parce que la limite autorisée était 350 kilos. On estime que les Iraniens en ont désormais 8 fois plus, près de 1,5 tonnes. Alors, eu égard à cela, depuis maintenant quelques mois, l'Agence internationale de l'énergie atomique a la certitude qu'il y a eu des enrichissements sur des sites dits non répertoriés, mais pour lesquels a été découverte des traces d'enrichissement d'uranium. Des sites non déclarés. Comme on le sait, l'uranium a un taux de radiation naturel, mais là, il s'agit d'un enrichissement artificiel. Donc, premier blocage, il y a un doute sur 3 sites précisément, et c'est là où l'Iran met son veto, puisque l'Iran ne veut plus que l'Agence internationale atomique vérifie ces sites, et a demandé explicitement que l'Agence internationale atomique ne puisse plus venir pour surveiller ces sites. On peut en conclure que l'Iran ne fait preuve de mauvaise volonté, comme l'affirment notamment les États-Unis?
Alors, comme l'affirment les États-Unis et la Grande-Bretagne et la France et l'Allemagne, qui sont parties prenantes des négociations à Vienne, puisqu'ils ont fait le 10 septembre dernier un communiqué précisant le fait qu'elles mettaient en doute la volonté de l'Iran de négocier vers une désescalade nucléaire, et elles demandaient à ce que l'Iran redevienne malléable, ou en tout cas revienne à de meilleures dispositions. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'on était très près d'un accord en mars dernier, et que, à l'aune sans doute de la crise en Ukraine, à l'aune sans doute du durcissement de la position iranienne, qui est aussi partie prenante des négociations, tout comme la Chine, il y a eu un blocage sans doute artificiel. En tout cas, l'Iran est très loin, beaucoup plus loin qu'elle ne l'était en mars, de la signature d'un accord. Alors, quelle perspective, pardon, maintenant, Emmanuel Dupuy, quelle perspective? On entend de plus en plus qu'il faudra attendre les midterms, les élections aux États-Unis, des midterms, pour arriver peut-être à un accord. Qu'est-ce qu'il en est, selon vous? C'est précisément la raison pour laquelle le principal point de pierre d'achoppement. Les Iraniens émettent des doutes sur le fait que les garanties que pourraient donner les Américains en cas d'un accord maintenant survivent aux élections de mi-novembre prochain, précisément le 8 novembre prochain, et puis évidemment mettent en doute le fait que les élections précisent ou indiquent que les prochaines élections législatives en Israël, le 1er novembre, va sans doute aussi durcir la position israélienne. On pense sans doute que Benjamin Netanyahou pourrait revenir au pouvoir, étant donné que la coalition gouvernementale autour de Yair Lapid est un peu fragile. Alors, évidemment, la question des midterms est importante, car actuellement, il y a un blocage au niveau du Congrès où aucun des deux blocs, démocrates et républicains, n'est enclin à vouloir signer cet accord dans les conditions que l'Iran met en avant. Israël est dans une logique plus va-t-en-guerre, en appelant à une coalition militaire, au cas où l'Iran ne veuille pas négocier. Et bien évidemment, il s'agit aussi d'avoir à l'esprit que si Joe Biden n'est pas réélu dans 2 ans, il est tout à fait possible qu'un nouveau président américain républicain, peut-être même celui qui a été battu il y a 4 ans, Donald Trump, revienne à la décision qu'il avait prise en mai 2018, c'est-à-dire tout simplement de retirer la signature américaine de cet accord, de ce qu'on appelle le JCPOA, le plan d'action global commun. Merci beaucoup Emmanuel Dupuy d'avoir accepté l'invitation de Médien. Je rappelle que vous êtes président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Cet entretien sera à réécouter en intégralité dans la journée sur médien.com.